Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Pierre Cassand pour une conférence on ne peut plus d'actualité sur la question de la place et du rôle de l'islam dans la présidentielle française. Je peux te céder la parole. Ok. Merci d'abord, merci David et merci au Mosquée pour cette invitation. Alors peut-être trois choses en préalable avant d'y aller. La première chose, c'est que depuis des années que je suis militant, c'est la première fois qu'une réunion annoncée à 15h15 commence à 15h15. Je voulais remercier et féliciter nos amis suisses pour être fidèles au meilleur de leur tradition. La deuxième chose, c'est n'allez surtout pas croire que des tennis jaunes avec un pantalon blanc et tout soit la dernière mode parisienne et ne cherchez surtout pas à vous en inspirer. C'est simplement un départ précipité du lieu où nous étions hier soir pour arriver pas trop tard en Suisse où nous étions attendus, qu'a fait qu'un sac a été oublié et le sac, c'est tout le sac qu'il y avait. Donc ne cherchez surtout pas à imiter la mode parisienne, ça n'a absolument rien à voir, c'est un départ précipité. Fallait pas le dire, j'avais cadré exprès pour pas que ça se voit. Non mais vous êtes trompé de chaussures à la mosquée. Et puis la troisième chose, je pense que vous en êtes tous conscients, mais c'est toujours bien de le rappeler. Je pense que vous avez remarqué le 18 décembre 2010 l'accueil que les Parisiens et tous ceux qui étaient venus aux assises sur l'islamisation de nos pays ont réservé à Oscar Freisinger. Et je crois que vous avez tous compris qu'à travers cet accueil, à travers ces ovations, certes la personnalité d'Oscar et son charisme étaient très présentes, mais c'était surtout des félicitations et des remerciements pour la votation suisse qui, à notre avis, marquera durablement le rapport de force qui existe pour défendre nos valeurs en Europe. Et je pense que vous l'avez tous compris, je voulais vous en remercier au nom de tous ceux qui combattent contre l'islamisation de nos pays. Donc David a beaucoup de flair, puisque finalement, il y a 2 mois que nous avions décidé du thème de cette réunion, et faire du thème de cette réunion la place et le rôle de l'islam dans la présidentielle française avec les événements de ces derniers jours, je crois vraiment que ça s'appelle avoir un pif politique extraordinaire. Donc je vais, écoutez, j'ai prévu un petit peu de faire 3 temps forts. La première chose, c'est de vous parler de ce qu'a été la primaire socialiste à cette présidentielle, parce que c'est quand même, ça a été quand même un élément important de cette campagne. La deuxième chose, c'est vous parler de la polémique halal, qui a existé également ces dernières semaines sur cette présidentielle. Et la troisième chose, c'est les événements qui ont frappé la France lors de ces dernières semaines. Donc, la première chose, la primaire socialiste, alors déjà quelque chose de très étonnant, donc l'actualité française de début septembre au 15 octobre à peu près, a été entièrement occupée par l'élection primaire socialiste. Alors comme ça, à première vue, les candides pourraient déjà se dire qu'il y a quelque chose de très bien, c'est que la primaire socialiste était ouverte à tout le monde et pas seulement aux militants socialistes. Il paraît que c'est la démocratie participative, il paraît que c'est la démocratie nouvelle, que c'est la vraie démocratie. Déjà, vraie question, moi je ne sais pas, peut-être que je suis un archaïque, peut-être que je suis un demeuré, peut-être que je ne suis pas un moderne, mais enfin moi j'ai toujours appris au niveau militant que ceux qui votent pour les candidats, que ce soit dans une organisation syndicale, que ce soit dans une association, que ce soit dans un parti politique, c'était quand même le droit de ceux qui cotisaient, qui militaient dans ce parti, qui lui amenaient une contribution financière, et que c'était quand même eux qui désignaient leurs candidats. Je ne sais pas, je présume ici au Mosquée que c'est une organisation, une association démocratique, et je présume que vous feriez sans doute une drôle de tête si on vous annonçait, écoutez camarades, vous êtes bien gentils, vous êtes, je ne sais pas combien d'adhérents, mais on va dire des centaines et des centaines, mais ceux qui vont voter, alors nous on est pour la démocratie participative, alors nous c'est beaucoup plus, ceux qui vont voter, on va ouvrir l'élection du conseil d'administration du Mosquée à tous les Suisses qui se reconnaissent dans les valeurs du Mosquée. Je présume, j'ose présumer que chez vous ça grognerait un peu et que les militants donc, du Mosquée diraient attendez, vous êtes bien gentils, mais on sert à quoi? Il faut savoir, au niveau du Parti Socialiste, ça n'a suscité aucune protestation.
C'est-à-dire qu'il y a 150 000, officiellement 150 000 militants au Parti Socialiste. Je ne dirais pas si c'est des militants sincères ou si c'est des militants qui pensent qu'en prenant la carte au Parti Socialiste, ça peut aider à trouver du travail dans une région, dans une municipalité, ça peut aider à trouver un appartement. Je vais dire qu'il y a 150 000 militants sincères au Parti Socialiste. Aucun n'a protesté. Donc il y a eu au total, au premier tour, 2 millions d'électeurs et au deuxième tour, 2 500 000 électeurs. Il nous a raconté que c'était un raz-de-marée démocratique et que les Français avaient montré, à travers cette adhésion massive donc à une primaire qui était quelque chose de moderne, que les Français avaient montré leur attachement à la démocratie. 2 500 000 électeurs, ça fait 4,5% de la population. J'ai connu des raz-de-marée plus spectaculaires. Mais il est quand même, des raz-de-marée démocratiques plus spectaculaires, mais il est quand même intéressant de s'interroger sur le message idéologique que ça comprend. C'est-à-dire qu'à partir du moment où dans un parti, vous expliquez qu'il n'y a pas besoin d'être membre du parti pour voter, vous pouvez expliquer à un peuple qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir la nationalité française pour voter. Enfin, si vous voyez un petit peu la petite connotation, le message politique qu'il y a, vous faites passer plus facilement, vous faites tomber des frontières, la nationalité, à quoi bon et tout, l'essentiel, on est tous des citoyens du monde et tout, égalité des droits. Vous voyez le message, hein, c'est la même chose, un militant socialiste, après tout, pourquoi aurait-il plus de droits qu'un citoyen quelconque, Pierre Cassandre, Christine Tazin, pour désigner le candidat socialiste? Alors après, une fois ce préalable, le contenu. On pourrait s'attendre à ce que le Parti Socialiste, qui quand même historiquement est un parti de gauche, qui historiquement a défendu la laïcité, qui était quand même assez présent dans la loi de 1905, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait des candidats qui soient porteurs d'un discours laïque. Dans cette primaire qui a occupé le devant de la scène politique pendant 6 semaines, nous n'avons jamais entendu parler du mot islam, nous n'avons jamais entendu parler du mot immigration, nous n'avons jamais entendu parler du mot insécurité. C'était 3 thèmes qui étaient totalement absents. Alors bon, évidemment, chacun essayait de montrer sa différence. Il y en a un qui expliquait qu'il fallait plus d'Union européenne, il y en avait un autre qui expliquait qu'il fallait la démondialisation, mais la démondialisation en restant dans l'Union européenne, mais on ne sait pas comment on fait. Mais enfin bon, c'est ce qu'il expliquait. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est le rapport à l'islam des principaux candidats. Nous, on ne vous cache pas, à riposte laïque, il y en a une qu'on a ciblée, qu'on a pilonnée, c'est Martine Aubry. Ça, c'est vrai que par rapport à son CV, par rapport à son palmarès, c'était quand même la première secrétaire du Parti Socialiste. C'est quand même quelqu'un qui a en permanence défendu le voile à l'école. C'est quelqu'un qui a mis toute son énergie, entraînant tout son parti, à lutter contre la loi sur le voile intégral en France. C'est quelqu'un qui a une complaisance pour le lycée Averroès à Lille et qui a participé au financement d'un lycée musulman à Lille. C'est quelqu'un, d'autre part, qui a contribué à Lille à ce qu'un né musulman laïque qui souhaitait se faire incinérer, qui a aidé des islamistes, membres de la famille de son ancienne épouse, à empêcher cette cérémonie et à faire en sorte que, contre la volonté du défunt, cet homme soit rapatrié en Algérie. Et puis c'est quelqu'un quand même, je sais bien que certes c'est son mari, mais on va quand même dire que qui se ressemble s'assemble, c'est quand même quelqu'un dont l'époux Jean-Louis Brochen, par ailleurs membre de la Ligue des droits de l'homme, a depuis les années 1993 défendu toutes les causes islamistes dans le Nord, notamment en défendant des élèves voilés au lycée Faidherbe en 1993, en défendant des personnes du gang de Roubaix qui étaient des islamistes qui avaient sombré dans le grand banditisme, et Jean-Louis Brochen a été considéré, y compris par Caroline Fourest, qui n'est pas quand même la pire des islamophobes, a été considéré comme l'avocat des islamistes. Donc les discours de Martine Aubry, qui par ailleurs en tant que maire, n'hésite pas à souhaiter la bienvenue à la Ligue islamiste du Nord, avec quand même, j'ai un trou de mémoire, avec Amar Laspar, avec à qui ça pose aucun problème de souhaiter la bienvenue dans des assemblées où vous avez à gauche rien que des femmes voilées et à droite une majorité d'hommes barbus et Angela là-bas, en expliquant que l'islam a tout à fait sa place en France. Donc pour nous, il était évident que Martine Aubry était une cible et on a contribué effectivement à lui taper dessus comme il fallait. Vous aviez François Hollande qui a réussi quand même à invoquer Jaurès et le combat pour la laïcité de Jaurès, pour souhaiter, et qui se prétend laïque, pour souhaiter aux musulmans une bonne fête,
de l'Aïd el-Fitr. Vous aviez Arnaud Montebourg qui a expliqué en permanence que la loi sur le voile intégral était une voie raciste de discrimination. Alors vous en aviez un qui parlait de laïcité, c'est Manuel Valls. Et d'ailleurs, beaucoup se sont fait avoir par Manuel Valls en disant Manuel Valls c'est le seul qui est laïque. Elisabeth Badinter s'est fait avoir d'ailleurs là-dessus. Sauf que la laïcité de Manuel Valls, c'est la laïcité de Sarkozy, c'est-à-dire que c'est au nom de la laïcité moderne, de la laïcité positive, de la laïcité dynamique, c'est la suppression de l'article 2 de la loi de 1905 qui dit donc que l'État ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte, et c'est justement permettre le financement essentiellement du culte musulman, en expliquant qu'en foutant en l'air cette loi, on empêcherait que les mosquées soient financées par des puissances étrangères et que ça serait financé par les musulmans eux-mêmes en France. Donc c'était celui qui apparaissait le plus laïque. Ségolène Royal a également, elle, montré son attachement à la laïcité en allant rompre le jeûne du Ramadan, ce qui est quand même un des 5 piliers de l'islam, et c'est quand même pas la plus belle démonstration d'une laïque qui prétend qu'on se bat pour la séparation du religieux et du politique. Donc vous dire que la campagne présidentielle a été essentiellement occupée à partir de début septembre pendant 6 semaines par ce débat où la laïcité et l'islamisation de nos pays étaient totalement absentes. Alors je vais quand même vous faire une confidence, c'est que une fois qu'au deuxième tour, le premier tour il restait Cobry et Hollande, et au deuxième tour on n'était pas du tout certain, mais pas du tout certain parce qu'il y avait quand même des incertitudes, Cobry n'allait pas gagner. Or nous avions sorti un livre, Christine Tazin et moi, donc intitulé La faute du Bobo Josselin, et dans tout notre scénario, nous avions fait ce scénario qui était une fiction sur la prochaine présidentielle, en faisant élire quelqu'un qui s'appelait Francis Lasland, qui ressemblait quand même un petit peu à François Hollande au niveau phonétique. Et on s'est mis à avoir une énorme angoisse entre les deux tours, à se dire, nom de Dieu, si c'est Martine Aubry qui est élue présidente, on n'a plus qu'à réécrire tout notre bouquin tombe à l'eau. Donc on était un petit peu angoissés, et donc sans doute pour la première fois de notre vie, nous avons bu le champagne avec Christine à la victoire de François Hollande. Ça n'arrivera sans doute plus souvent, mais en tout cas, là on était tellement soulagés, on n'avait pas du tout envie de réécrire notre livre, on a donc trinqué à la victoire de François Hollande. Je pense que ça n'arrivera plus avant plusieurs semaines, hein, mais en tout cas, cette fois on l'a fait. Alors, il y a eu, après donc le 15 septembre, il y a eu quand même essentiellement la crise grecque. Et donc la crise grecque, les questions posées autour de la crise grecque, fallait-il que les Grecs fassent un référendum, sortent de l'euro, la place de l'Union européenne, les emprunts, le 58e épisode de ça y est, la Grèce et l'euro sont sauvés. Bon, tout ça a finalement un petit peu complètement centralisé la campagne sur ces thèmes un petit peu de la politique monétaire de la France, de l'Union européenne. Bon, à peu près tout le monde voulait rester dans l'Union européenne, sauf 2 candidats, Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen, et on ne parlait plus du tout d'islam. Et puis, il y a à peu près 1 mois et demi, donc nous, à Riposte Laïque, nous étions depuis longtemps, on va dire, cristallisés sur de nombreuses questions, mais notamment la question du halal. Et quand nous racontions qu'aujourd'hui, en France, 50% de la viande consommée était halal, même en donnant des références et tout, les journalistes à qui on disait ça, mais y compris certains de nos lecteurs, disaient bon, c'est encore les dégénérés de Riposte Laïque, ils sont dans une obsession contre l'islam, ils sont tellement dans une obsession contre l'islam qu'ils en sont réduits à raconter n'importe quoi, y compris que dans un pays comme la France, il y aurait 50% de viande halal, qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Enfin, franchement, personne ne prenait une telle information au sérieux. Et puis, il y a eu une émission sur Envoyé spécial. Alors nous, Envoyé spécial, c'est pas une émission, c'est une émission sur le service public sur la 2. C'est une émission dont on se méfie d'autant plus que la semaine précédente, ils avaient fait un reportage sur 2 de nos rédactrices de Riposte Laïque. Anne Zelinsky, qui est présidente de la Ligue des droits des femmes, qui est un petit peu une héritière de Simone de Beauvoir, et la plus jeune d'entre nous, Myriam Picard, qui par ailleurs ne cache pas son engagement catholique. Ils avaient été suivis par une équipe de France 2 donc pendant plusieurs semaines, et il y avait eu un reportage particulièrement, allez, je ne vais pas hésiter à le dire, alors je ne vais pas dire de gros mots, mais on va dire particulièrement inélégant à leur rencontre, où le message qu'on faisait passer, c'est que c'était de demeurer,
qui était dans une angoisse quotidienne de l'islam, qui se réveillait le matin en ayant peur de l'islam, qui mangeait le midi en ayant peur de l'islam, qui se couchait le soir en ayant peur de l'islam, alors qu'on interrogeait tout le monde dans la rue, il n'y avait aucun problème, tout allait bien, elles se faisaient leur cinéma et tout, bref, on avait fait passer nos deux amis pour deux paranoïaques, obsessionnels et tout, un reportage vraiment peu élégant à leur rencontre. Donc la semaine d'après, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit encore une émission, on s'attendait franchement à rien. Et miracle, de temps en temps, les journalistes peuvent nous réserver des bonnes surprises, et tant mieux. Et donc, tant mieux. Et donc, ils nous sortent un reportage sur Envoyé spécial, qui est un véritable électrochoc en France. On nous fait voir qu'en région parisienne, il n'y a plus que des abattoirs halal. On nous fait voir la cruauté de l'abattage halal. Et on nous explique finalement que de plus en plus de Français mangent halal sans le savoir. Le reportage a lieu le jeudi soir, vendredi silence radio, samedi matin silence radio et samedi après-midi, au cours d'un meeting, une candidate, Marine Le Pen, se saisit du dossier et met les pieds dans le plat en disant c'est un scandale que dans un pays comme la France, les Parisiens soient obligés de manger halal, c'est un scandale qu'il n'y ait pas de traçabilité, elle met les pieds dans le plat. Immédiatement, c'est l'emballage médiatique, mais ce qui est très intéressant, c'est que de Sarkozy à Mélenchon, en passant par Hollande et en passant à Eva Joly, personne n'aborde le fond du problème. C'est-à-dire que la seule question qui est abordée, c'est la méchante Marine Le Pen, dont on connaît l'extrémisme, dont on connaît la xénophobie, dont on connaît les discours qui nous rappellent les heures les plus sombres de notre histoire, et la discrimination, je vous en passe et je vous en passe, a osé faire des appels à la haine des musulmans, honte à elle, méchante pas belle. C'est à peu près tout ce qu'on entend. Alors pour préciser, on a Sarkozy en personne. Sarkozy se déplace à Rungis, à 5h du matin, la nuit de réveil, il a essayé de ne pas réveiller Carla, donc il arrive à 5h du matin, et il va voir des musulmans qui travaillent à Rungis et tout, il leur serre la main, il se fait bien prendre en photo, il raconte que lui, il respecte les gens qui travaillent, qu'est-ce que c'est que cette polémique, c'est pas bien, c'est indigne de la France et tout, et sa France à lui, c'est pas celle de ceux qui critiquent le halal. On a un matraquage médiatique qui nous explique qu'il n'y a que 2%, bien que tous les abattoirs de la région parisienne soient halal, mais les abattoirs de la région parisienne étant tous halal ne représenteraient que 2% de la consommation de la viande halal. C'est le matraquage médiatique qui fonctionne pendant des jours et des jours. Or nous, on a un copain qui est agriculteur bio, je vais vous en parler après, qui nous appelle dès qu'il entend ça, et qui dit, écoute, moi j'ai regardé les chiffres, je connais bien la réalité, si ça fait vraiment que 2% de halal, ça veut dire que tous les jours, on tue simplement 8 bœufs et 100 moutons. Je peux te dire que même dans l'abattoir le plus arriéré des provinces françaises, il n'y a aucun abattoir qui ne peut survivre économiquement avec un aussi faible chiffre d'affaires. Donc déjà, pendant des jours et des jours, on reprend une argumentation fausse. Mais surtout, on essaye de nous expliquer que certes à Paris il y a du halal, mais que tout ce qui n'est pas à Paris, c'est pas halal. Et que donc tout ce qui vient de province et tout, c'est pas halal. Vous avez le ministre de l'Agriculture, un nommé Le Maire, qui nous raconte qu'en France, bon, il faut arrêter, il n'y a que 14% de halal. Il nous donne 14%. Et puis, on constate quand même que la polémique s'enfle, et on constate que les chiffres sortent, il y a 161 abattoirs halal en France sur 289 abattoirs. Et donc, quand on fait les chiffres entre les ovins et les bovins, au total, les chiffres donnent que les Français mangent il y a 51% de viande halal en France. 51% de viande halal, par rapport, on nous donne aussi, alors parallèlement, on nous raconte qu'il n'y a que 3 millions ou 4 millions de musulmans en France. Alors c'est étonnant parce qu'il y a 30 ans, ils étaient 5 millions, et aujourd'hui, ils sont plus de 4 millions. On avoue qu'on ne comprend pas trop. Donc il y a une volonté de minimiser le nombre des musulmans et de minimiser complètement la réalité du halal. Alors c'est un véritable matraquage médiatique où personne ne veut rentrer dans le fond du problème, mais simplement ne pas être d'accord pour manger halal, c'est être raciste. En gros, où est le problème?
Donc quand même, on est quelques-uns à rappeler que le halal, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Premier problème, c'est quand même la traçabilité. Le consommateur a quand même le droit de savoir ce qu'il mange dans son assiette, les conditions dans lesquelles l'animal a été abattu et tout. Il a quand même un minimum droit à la traçabilité. Ça, circuler, la traçabilité, rien à voir. Le deuxième problème, c'est quand même un problème hygiénique. C'est-à-dire qu'il y a quand même des spécialistes de la santé qui vous expliquent que la manière de tuer halal, ça coupe l'œsophage, qu'il y a quand même l'ensemble de l'estomac qui se vide, qui passe sur la plaie, et que nous autres en France, et comme dans beaucoup de pays occidentaux, on ne cuit pas la viande, mais qu'on mange des viandes plutôt crues, plutôt pas énormément cuites, alors qu'effectivement, dans les pays arabo-musulmans, on fait bouillir la viande pendant des heures et des heures. Donc, explique quand même un problème d'hygiène. Il y a notamment des enquêtes qui sont faites, on découvre qu'il y a les plus fragiles des enfants, qu'il y a des causes d'infection sur lesquelles personne ne comprend bien et qu'il pourrait y avoir un rapport avec le halal, mais personne ne veut voir, comme si en France, l'expérience du sang contaminé n'avait pas ouvert les yeux sur quand même des principes à prendre. La troisième chose quand même sur le halal, c'est que je parlais tout à l'heure de la laïcité. Le halal s'accompagne d'une dîme religieuse. C'est-à-dire que vous avez 3 mosquées en France qui ont l'imprimature du halal, qui fournissent les sacrificateurs et qui, sur chaque kilo de viande, on parle on parle sur chaque tonne de viande de 10 à 15 centimes d'euros de taxes. Quand on fait les totaux du marché économique que ça représente, c'est des centaines de millions d'euros qui sont les enjeux financiers du halal. Et là, vous découvrez que tous ceux qui se réclament des plus beaux discours laïques et tout, il n'y a plus un mot. Et puis, il y a quand même un quatrième problème également, c'est quand on nous parle de non à la discrimination, c'est que forcément, un abattoir halal ne peut avoir comme personnel que du personnel musulman. C'est la règle et tout, d'autres que des musulmans ne peuvent pas toucher de la viande sainte, de la viande sacrée. C'est donc une discrimination à l'embauche énorme par rapport à des personnes qui ne sont pas musulmans. Donc, malgré tous ces problèmes, vous avez absolument une volonté pendant des jours et des jours de sous-estimer la question jusqu'à ce que les chiffres soient mis en avant. Et à ce moment-là, vous avez Sarkozy absolument égal à lui-même, qui est capable de dire tout et son contraire en quelques jours, et Sarkozy qui d'un seul coup nous fait le coup de la traçabilité, nous fait le coup de la lisibilité, nous fait le coup de l'hygiène et tout, raconte que le gouvernement va légiférer, en oubliant de préciser que c'est ce même gouvernement UMP qui s'est opposé à toute demande, y compris de certains députés UMP, de traçabilité de la viande, d'étiquetage de la viande, afin que les citoyens de ce pays sachent un petit peu la réalité, ce qu'ils ont dans leur assiette. Donc on a assisté sur le halal à un espèce de déni de réalité, à une volonté d'escamoter complètement le débat, et surtout de ne pas vouloir se dire, mais comment se fait-il qu'une population, mettons, moi j'aime bien rester entre 8 et 10 millions de musulmans, mettons 8 à 10 millions de musulmans. On nous raconte que sur 8 à 10 millions de musulmans, il y aurait qu'à peu près 20 à 30% de pratiquants. Mettons que ça soit 3 millions de musulmans seulement qui mangent halal. Donc pour 3 millions de musulmans qui mangeraient halal, si les chiffres qu'on nous donne sont bons, ça signifierait que les Français acceptent une espèce de colonisation alimentaire, que plus de la moitié des abattoirs soient halal, et que finalement, à notre détriment, la moitié de la viande française soit halal. Il y a quand même une véritable question que jusqu'à ce jour, l'ensemble des candidats, à l'exception de Marine Le Pen, a savamment occulté en nous faisant le coup de la discrimination, de la haine, du racisme et tout. Autrement dit, demander les 4 choses que je vous ai dites, s'opposer à la dîme, demander la traçabilité, demander de l'hygiène et demander quand même à ce qu'il n'y ait pas de discrimination à l'embauche dans les abattoirs, serait la preuve suprême que les Français seraient racistes. Donc la polémique halal a commencé à remettre l'islam un petit peu au cœur de la campagne présidentielle. Et naturellement, ces 15 derniers jours, nous avons donc commencé à avoir d'abord un militaire abattu à Montauban, 3 militaires abattus à Toulouse,
chose curieuse, les autorités ne cherchent absolument pas dans un premier temps à faire le rapprochement entre le meurtre de Montauban et les meurtres de Toulouse. Les 4 militaires assassinés se révèlent être des militaires, l'un issu des Antilles et les 3 autres issus de l'immigration arabo-musulmane. Et vous avez donc le 19 mars. Alors ce qui est intéressant, c'est que personne n'a relevé la signification en France du 19 mars. Le 19 mars, c'est le 50e anniversaire des accords d'Évian, donc du 19 mars 1962. Personne ne relève ça, mais donc le 19 mars, vous avez ce fait divers absolument sordide. Dans une école juive à Toulouse, vous avez un personnage, à l'époque personne ne sait qui c'est, qui, à bout portant, abat 3 enfants et un adulte. Et là, donc, vous avez pendant 48 heures, exactement dans le même esprit que le halal, mais avec un acharnement médiatique beaucoup plus féroce, vous avez pendant 48 heures un véritable matraquage contre la libération de la parole raciste. Première chose, guillemets à parole raciste, mais c'est ce qu'on vous vend sur toutes les chaînes. Vous avez un véritable matraquage contre la montée du racisme, de la xénophobie et de l'islamophobie. On mélange tout ça. On vous raconte que, bien évidemment, les victimes étant des juifs et les victimes étant donc des personnes qui avaient des prénoms à consonance étrangère, c'est forcément un néo-nazi raciste qui est à l'origine de ça. Néo-nazi raciste égale extrême droite, égale une candidate qui ne plaît pas forcément énormément à l'ensemble du système politico-médiatique. Donc, sans le citer, on cible ouvertement des sites internet qui sont pointés du doigt, et on cite une candidate qui, par ses discours, alimenterait le discours raciste. On retombe exactement dans le même phénomène que la tuerie d'Oslo. La tuerie d'Oslo avec donc Breivik, on a eu exactement, dès le lendemain, on a eu par exemple un Laurent Geoffrin, rédacteur en chef du Nouvel Observateur, qui, sans la moindre vergogne, s'est mis à accuser des sites, nous on a été accusés, Riposte laïque, s'est mis à accuser des sites comme F de Souche et tout, et à demander des décisions pour que la liberté d'expression soit remise en cause, quand la liberté d'expression conduit à de telles catastrophes. Donc là, on a eu droit exactement au même matraquage médiatique. Ça ne pouvait être qu'un néo-nazi, ça ne pouvait être qu'un fasciste, ça ne pouvait être qu'un raciste, ça ne pouvait être que quelqu'un d'extrême droite, et ça ne pouvait être que quelqu'un qui stigmatisait les musulmans. Les antiracistes, les Sopos, Jakubowicz se déchaînent. Bernard-Henri Lévy passe évidemment sur les grands médias en expliquant tout ça, c'est le débat sur l'identité nationale. Regardez ce que ça a fait le débat sur l'identité nationale. Les candidats à la présidentielle, comme Bayrou et Mélenchon, en profitent évidemment pour cibler une candidate qui devrait avoir honte, que les conséquences de ses propos, ça emmène ça et tout. Pendant 48 heures, c'est vraiment un rouleau compresseur dont vous mesurez difficilement la férocité. Et puis, catastrophe pour tous ces braves gens, il s'avère mercredi matin que le tueur s'appelle Mohamed Merah, que c'est pas un néo-nazi, que c'est un djihadiste et tout. Et là, vous avez au niveau des médias, comme ils savent faire, une volte-face extraordinaire, c'est-à-dire que ceux qui, pendant 48 heures, vous ont dit amalgamons, 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 allons-y, pas de concession, vous disent d'un seul coup, pas d'amalgame, aucun rapport avec l'islam. Une volte-face absolument extraordinaire. C'est-à-dire que, bien évidemment, vous avez tous les dirigeants du Conseil français du culte musulman qui vous expliquent que tuer 3 enfants juifs et tuer des militaires, ça n'a rien à voir avec l'islam, que l'islam c'est une religion d'amour et de vie, et absolument pas un symbole comme ça. Vous avez un candidat comme Mélenchon qui vous explique qu'il n'y a pas un musulman qui est capable de faire ça. Mélenchon a une fleur de curé quand même. Il n'y a pas un musulman qui est capable de faire ça. Celui qui a fait ça, c'est pas un musulman, c'est un dégénéré. Vous avez un petit peu un virage à 180 degrés de tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Et vous avez Sarkozy égal à lui-même, toujours, qui en même temps, donc, lui raconte que tout ce qui s'est passé est épouvantable et donc il va faire une loi, il va condamner les personnes qui dorénavant iront sur un site terroriste ou les personnes qui iront voir des sites incitant à la haine ou à la discrimination.
Voilà la réponse. Alors moi je sais pas, mais plutôt que de condamner des personnes qui vont sur un site, moi je sais pas, je préférerais qu'on ferme le site, c'est peut-être un peu plus efficace, non? Plutôt que de faire un espèce de super Adopi. Et puis c'est quand même intéressant parce que dans le langage de la bien-pensance, ce qu'appelle à la haine et à la discrimination, c'est tout simplement ceux qui osent s'interroger sur la réalité de l'islam. C'est eux qui osent s'interroger si l'immigration est toujours une chance pour la France. Et c'est eux qui osent s'interroger sur le fait que est-ce qu'islam, immigration et insécurité, ça n'aurait pas un petit peu des rapports par rapport au quotidien qu'on vit. Ça, voilà, débat interdit, ça c'est des sites qui appellent à la haine et à la discrimination. Et donc la seule réponse de Sarkozy, c'est de dire, bah, tous ceux qu'on voit sur ces sites-là, on va les surveiller et ils seront punis. Et donc, il n'y a absolument plus aucune question qui est posée par rapport à, bon, le mec c'était un djihadiste, on savait qu'il s'était baladé dans une cité avec un sabre en criant Allah Akbar, on savait qu'il avait cherché à endoctriner par la violence plusieurs personnes, on découvre quand même au fur et à mesure qu'on enquête sur lui un ensemble de choses particulièrement inquiétantes, mais il ne faut pas s'en occuper. Donc ça pose, et je finirai cette présentation là-dessus, je pense qu'il est intéressant, et j'ose espérer que dans la campagne présidentielle, le dernier mois va permettre de poser des questions qui jusqu'à ce jour étaient totalement occultées. Ça pose quand même déjà des questions. Est-ce que l'attitude de cet homme a un rapport ou n'a aucun rapport avec l'islam? Je trouve que la question n'est pas incontournable. Est-ce qu'on trouve dans le Coran des textes qui justifient l'assassinat des Juifs? Est-ce qu'on trouve dans le Coran des textes qui justifient l'assassinat des apostats ou de ceux qui, comme ces militaires, avaient été combattre les musulmans en Afghanistan, donc qui étaient peut-être des traîtres à la cause des musulmans? Est-ce qu'on trouve ça dans le Coran ou est-ce que ça n'existe pas? Est-ce que si on trouve ça dans le Coran, est-ce que c'est acceptable que des textes pareils puissent circuler dans un pays où il y a quand même un état de droit et où quand même tout texte d'incitation à la haine, à la violence ou au meurtre est pénalement condamné? Est-ce que dans le Coran, on trouve quelques passages où les homosexuels ne sont pas forcément promis à un bel avenir? Est-ce que dans le Coran, il n'y a pas des textes où l'égalité des hommes et des femmes n'est pas tout à fait affirmée? Débat totalement interdit. Mais ça pose aussi d'autres questions. Le discours officiel après ça est que donc ce dégénéré, comme diraient certains, est un soldat isolé, est un soldat qui agit seul, est un homme perdu. Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul. Intéressant, on nous raconte, les bien-pensants nous racontent que 98% des musulmans en France souhaitent une intégration, souhaitent la République, sont pour la laïcité et sont pour nos valeurs. Moi j'ai envie de le croire. Moi j'ai envie de le croire. Ils nous disent, admettons, prenons ces chiffres. Parenthèse, dernières élections tunisiennes, les Tunisiens français ont voté à 40% pour le parti intégriste Ennahda. Et les Tunisiens français sont quand même censés, de par l'héritage de Bourguiba, qui a quand même, dans les années 56, demandé aux femmes de retirer le voile et tout, les musulmans, les Tunisiens français sont quand même censés être les moins influencés par l'idéologie islamiste. 40% des Tunisiens français votent pour le parti intégriste Ennahda. Pas de débat, rien. Mais donc, prenons les chiffres des bien-pensants, 98%. 10 millions de musulmans, 98%, bah, ça fait 2% qui sont donc des extrémistes. S'il y a 2% qui sont des extrémistes, les mathématiques, c'est une science exacte, ça fait 200 000. Qu'est-ce qu'on fait en France pour se préserver de 200 000 Mohamed Merah en puissance? Je ne dis pas que les 200 000 vont le faire, mais 200 000 Mohamed Merah en puissance, extrémistes et tous, sur le territoire français. Question posée à travers ça, est-ce que la question de la continuation d'une immigration majoritairement arabo-musulmane ne se pose pas? Vous avez un personnage qui s'appelle Jacques Attali, qui a été le conseiller longtemps de François Mitterrand, qui est devenu le conseiller de Nicolas Sarkozy, qui aujourd'hui soutient ouvertement François Hollande, qui a comme thèse de dire d'abord qu'il faut que les frontières soient totalement abolies et qu'il y ait une libre circulation de tous les citoyens,
qui vous raconte que la France n'est pas un État-nation, mais un hôtel. Où on arrive quand on veut, on reste aussi longtemps qu'on veut, on s'en va quand on veut. Un personnage comme Attali vous raconte que pour sauver le modèle social français, nos systèmes solidaires, nos retraites, et puis donner un dynamisme à la France, qui est quand même un pays de vieux croutons qui sont plus assez dynamiques, il faut 300 000 immigrés nouveaux tous les ans pendant 30 ans. Je vous raconte Attali. Est-ce que ça ne pose pas une question? Est-ce que ça ne pose pas parmi les questions qui sont posées par un phénomène comme Mohamed Merah? Est-ce que parmi les questions, on découvre quand même que voilà un garçon qui ne travaillait pas, qui avait 23 ans, qui pouvait se permettre de louer un appartement dans un lieu résidentiel, qui avait l'air d'avoir plusieurs voitures, les moyens de s'acheter quand même des armes, des explosifs, et personne ne sait. Il a fait des stages en Afghanistan, il a fait des stages au Pakistan, il est considéré comme dangereux, comme terroriste dangereux aux États-Unis, et en France, on ne surveille pas un garçon comme ça. Une véritable question quand même par rapport à l'efficacité, même si nos services, bon, qu'il n'ait plus être démasqué et tout, mais enfin, qu'un garçon comme ça, encore plus, qui avait quand même été surpris, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un sabre en train de crier à la Al-Bar, donc tout le monde savait que c'était un djihadiste. Aucun problème, la société française ne se protège pas de personnages pareils, il n'est pas surveillé. Et puis, véritable question, moi je crois, c'est, je vous parlais de 200 000 extrémistes, si on en reste à 2% d'extrémistes, les chiffres qui sont donnés, que doit faire la France pour se protéger de personnes comme ça? C'est un vrai débat. Est-ce que, même s'ils ont la nationalité française, parce que ça pose aussi quand même la question du droit du sol et du droit du sang, je crois savoir que vous autres en Suisse, vous êtes préservés du droit disons, des mauvais côtés du droit du sol. Un Mohamed Merah, donc, qui est ouvertement un ennemi de la France, qui se flatte d'avoir voulu mettre la France à genoux, un Mohamed Merah à la nationalité française automatiquement. Est-ce que ça ne pose pas des questions quant, justement, aux limites du droit du sol dans un contexte comme celui que nous connaissons depuis 30 ans? Est-ce que ça ne pose pas la question, la France doit-elle conserver sur son territoire des personnes qui manifestement souhaitent la combattre, souhaitent imposer par la violence la loi islamique contre la démocratie? Est-ce que c'est tabou dans une campagne présidentielle de se poser ce genre de questions, parce que c'est quand même la protection de l'intégrité de notre peuple, des plus vulnérables qui est en jeu? Des questions donc on espère voir poser lors de la campagne, lors du dernier mois qui reste de cette campagne. Et puis quand même une dernière chose, c'est est-ce qu'il n'est pas temps dans ce pays, et je finirai là-dessus, d'avoir une vraie mission parlementaire avec des questions claires. C'est l'islam tel qu'il est enseigné, tel qu'il existe, tel qu'il est écrit dans le Coran, est-il compatible avec la République? Est-il compatible avec nos valeurs? Peut-on continuer à construire des mosquées en France? Peut-on continuer à ne pas s'interroger sur comment on endoctrine dans les écoles coraniques, dès l'âge de 5 ans, des gamins, dont on constate quand même que hasard, mais les enseignants nous racontent que dès 5 ans dans nos écoles, les gamins ne veulent pas manger de la viande si la viande n'est pas sacrée, que les gamins ne veulent pas donner la main à des petites filles, que les gamins ne veulent pas chanter. Il y a eu dans notre pays, en moins de 10 ans, 2 missions parlementaires. La première sur le voile, sur les signes religieux à l'école en 2003. La deuxième en 2009 sur le voile intégral, la burqa. Donc, aujourd'hui, bon, je ne sais pas quel sera le nouveau gouvernement, mais il est évident qu'il y a un devoir et une urgence absolue à ce qu'une mission parlementaire, qui avait d'ailleurs prévu un petit peu l'UMP avant de reculer lamentablement en février dernier, qu'une mission parlementaire se mette réellement au travail à la prochaine élection présidentielle et examine réellement les conséquences de l'islamisation de la France et comment la France doit-elle se préserver de ça, à moins qu'on pense que le peuple français est d'accord pour les solutions Attali, c'est-à-dire 300 000 immigrés nouveaux tous les ans, et à moins qu'on pense ce que nous expliquait récemment un démographe, qu'aujourd'hui en France, 17% des naissances sont musulmanes,
En 2030, nous aurons 30% des naissances musulmanes si les choses restent en l'état, et en 2050, nous en aurons 50%. Je pense que c'est des questions... Par ailleurs, on peut estimer s'il y a une majorité de Français qui pensent que ça ne pose pas de problème et qu'ils sont les plus nombreux à exprimer ça. Moi, je suis pour la loi de la majorité, je suis un démocrate, mais je pense quand même qu'il serait plus qu'urgent de demander l'avis du peuple français, et en gros de demander l'avis du peuple français. Est-il d'accord pour qu'en 2050, les musulmans soient majoritaires dans notre pays par rapport à ce qui se passe? N'est-il pas d'accord? Et à partir de là, quelles mesures faut-il prendre pour préserver un modèle quand même qui est unique, hein? Moi, c'est ce que j'appelle le modèle occidental. C'est un modèle où les hommes et les femmes sont à égalité de droit. C'est un modèle où il y a la liberté d'expression. C'est un modèle où le religieux et le politique sont séparés. C'est un modèle où il y a une pluralité d'expression. C'est un modèle où il y a la liberté de conscience. Je trouve que c'est le plus beau modèle démocratique qui existe. Et je vais me permettre de dire, bien que je sois en Suisse, que je suis très attaché à ce que la France demeure ce qu'elle est, parce que je considère qu'avec la Suisse, c'est le plus beau pays du monde.